après avoir passé une semaine à Washington, c'est devenu vraiment flagrant que c'est... Puis ça m'a vraiment étonnée, puis je pense que ça va étonner beaucoup de gens, que un gouvernement républicain est plus enclin à poser des gestes vers l'environnement. Si t'es pas capable de t'asseoir et d'avoir une discussion avec quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord, puis que t'es pas capable d'avoir un minimum d'ouverture d'esprit sur ce que l'autre personne te dit, même si t'es pas d'accord, on va aller nulle part. On va jamais nulle part, puis on voit bien ce qui se passe depuis 2016. Le ravin entre la gauche et la droite ne fait qu'empirer de jour en jour, alors que c'était pas comme ça avant. Les gens travaillaient plus ensemble avant, puis maintenant, on dirait qu'on n'est plus capable de faire ça. Ouais. Donc maintenant, si quelqu'un me dit quelque chose, si je crois que quelque chose dure comme fer, la première affaire que je vais googler, c'est le contraire. Valentine Thomas est une pêcheuse au harpon, militante pour la pêche durable et chef. Elle a récemment sorti un livre de cuisine, mais ce n'est pas de son livre de cuisine qu'on a parlé. J'avais envie de parler de sujets un peu plus sensibles avec elle. Elle est allée 2 fois à Joe Rogan et aussi au podcast du fils de Donald Trump. On a parlé donc de la culture d'autocensure au Québec, du climat étrange qui règne. On a parlé franchement de toutes sortes de choses parce que finalement, Valentine, c'est une fille qui dérange et moi, j'aime ça les gens qui pensent un peu à contre-courant. Bonne écoute. Valentine Thomas, bienvenue chez nous. Ben merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Écoute, on s'est connus à cause de mon chum. Vous avez déjà travaillé ensemble, donc je t'ai connue parce que tu es une chasseuse, une plongeuse qui fait de l'apnée au harpon. Tu faisais l'émission Les Flots. Tu as fait la saison 1. Oui. Oui, j'ai fait ça. C'est comme ça que je t'ai connue, du moins, puis c'est peut-être aussi comme ça que certaines personnes t'ont connue au Québec. Et je vais commencer par parler, bon, tu vis pas au Québec, tu vis aux États-Unis. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Austin, au Texas. Et donc, si les gens s'en vont dans Google taper Valentine Thomas, ils vont tomber sur ton compte Instagram et voir que tu es une influenceuse. C'est le terme probablement qui est comme un peu... On ne sait plus comment l'utiliser parce que souvent, c'est péjoratif. Tu es une fille super engagée, puis c'est pour ça que je te reçois aujourd'hui. On va parler de toutes tes causes. Mais j'aimerais ça savoir, c'est quoi un peu ta relation aux réseaux sociaux? C'est un peu une relation amour-haine, Ouais. je te dirais. C'est sûr que j'ai la chance d'avoir une plateforme, donc ce qui fait que mon message est entendu par plus de gens, donc c'est sûr qu'il y a de l'importance là-dedans. C'est sûr que, comme tu dis, il y a un côté négatif au terme influenceur, parce que, bon, les gens s'imaginent que je suis en maillot de bain puis que je vends du shampoing protéine provée pour 3000 $ le post. Mais non. Genre, j'aime avoir accès à cette plateforme-là, et puis, mais c'est sûr que de notre côté, c'est sûr, côté personnel également, je donne accès à 320 000 personnes à une opinion sur ma vie, donc ça, c'est moins fun des fois. Ouais. Oui. C'est le côté... En fait, c'est sûr que c'est le côté plate d'avoir une vie publique, là. Ça fait... OK, parlons de toi. Comment tu as commencé au début? Tu étais en finance? J'étais avocate. Tu étais avocate. J'ai fait mon bac à l'Université de Sherbrooke. OK. Après ça, j'ai fait... j'allais à l'Université de Montréal. J'ai déménagé à Londres en 2010. Je voulais un changement de vie. Tu avais un appel pour l'Angleterre. Oui, mais en fait, j'avais un passeport français. Donc, je pouvais m'installer pas mal un peu partout En Europe. En Europe. Donc, j'ai choisi Londres. Au bout de 2 ans, je suis retournée à l'université en Angleterre. J'ai pas vraiment aimé ça. Donc, j'ai décidé de faire le switch pour aller en finance. Okay. Et puis, j'ai travaillé un peu dans le secteur pendant peut-être 6 ans. Et puis, en 2016, j'ai décidé de tout quitter pour une deuxième fois. J'ai pas des midlife crisis, moi. C'est un peu n'importe quand. Et puis, j'ai commencé une carrière de pêcheuse au harpon, qui n'est pas vraiment une carrière réelle, en fait, mais j'ai trouvé le moyen d'en faire une. Pourquoi la pêche au harpon? Je sais que tu m'as raconté l'histoire, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, comment la pêche au harpon t'a harponné? Ça a été une question de bouffe, en fait. La bouffe, ça a été ma passion depuis que je suis toute petite. Et puis, je suis pas tombée en amour avec nécessairement l'océan tout de suite. Je suis pas tombée en amour avec le fait d'être moi-même dans l'océan, certainement pas. OK. Même t'avais peur. J'avais peur, même. Je pense que j'ai fait une crise de panique ma première fois. J'ai vraiment pas aimé ça. OK. Et puis, mais je suis vraiment tombée en amour avec revenir chez moi avec un sac de poissons que j'avais attrapé moi-même, puis je savais d'où il venait. Donc, c'est tout cet aspect-là de... En fait, ça m'a fait découvrir un autre aspect de l'être humain. Pourquoi de l'être humain? Parce que, tu sais, j'ai grandi sur le plateau Montréal, donc on s'entend que mon instinct de chasseuse
pêcheuse, je dirais pas qu'il était très vivant quand j'étais jeune. Ouais. Et puis, je me retrouvais là, j'étais en Afrique à faire du camping dans un buisson, puis on allait attraper de la bouffe, puis j'étais comme, waouh, je suis donc bien, genre, animal, je suis donc bien comme, rare. Ouais, je comprends. Et puis, c'est tout d'un coup, j'ai passé de la petite fille qui a peur de tout, qui fait des crises de panique, qui est pas capable de rien faire, que tout stresse, à, je suis en plein milieu de l'eau, j'ai des requins, puis je me redécouvre, en fait, en tant qu'homo sapienne, en fait. C'est ça qui est étrange dans l'histoire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais tu dis, la petite fille qui avait peur de tout, c'était un trait de ta personnalité. Il me semble que pour partir, étudier, travailler à Londres, se déraciner, changer, tout quitter, ça prend quand même déjà beaucoup de courage. Ça m'étonne de t'entendre dire que tu étais une petite fille qui avait peur de tout. C'est vraiment étrange parce que j'ai été anxieuse enfant. Okay. Comme mes parents ne pouvaient pas me laisser toute seule. Ah non. Jusqu'à temps que j'ai genre 12 ans chez moi, puis des peurs. Parce que t'avais peur. J'avais peur qu'un voleur vienne me kidnapper, j'avais peur des trucs, puis c'était comme... J'étais quand même assez anxieuse, et puis mon père m'a quand même amené faire beaucoup d'activités à l'extérieur, donc j'imagine que ça m'a aidée certainement. Ouais. Mais quand j'ai commencé à avoir des crises de panique, le docteur m'a prescrit immédiatement du Xanax. Puis ma mère a fait, mais il n'y a aucune chance que ma fille de 17 ans prenne du Xanax. Ouais, c'était un petit peu intense. Puis donc, j'ai choisi la thérapie à la place. Et c'est puis... bien. Ta mère a eu un bon réflexe. Oui, vraiment. Puis c'était comme surprenant à la facilité à laquelle les antidépresseurs avaient été prescrits. Et puis, donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, ben, je vais travailler sur moi-même. Donc, j'allais toujours un petit peu plus loin, puis mettons, j'allais au bar, et puis je payais déjà pour mon verre, puis mes amis qui étaient avec moi, ils savaient que je disais, on s'en va, c'est parce qu'on s'en va. Il n'y a pas de comme je finis ma gorgée, puis on s'en va. Tu avais ta porte de sortie, le fait que tu payais d'avance. Exact. Donc, c'était sécurisant pour toi. Exact. Ouais, je comprends. Et puis, quand j'ai commencé à faire du spearfishing, mais j'ai fait la même chose. J'étais vraiment proche du bateau. Là, j'étais allée un petit peu plus loin du bateau, puis un petit peu plus loin. Et puis, j'ai comme vraiment bâti ma confiance comme ça, de m'éloigner peu à peu de la porte de sortie qui est mentale et physique jusqu'à temps que... C'est énorme. Ça devienne un confort. Mais tu sais, j'aime bien dire que n'importe qui, tu sais, moi, j'ai peur des hauteurs comme c'est pas possible, mais tu sais, si je fais 100 sauts en parachute, rendu au 100e, je vais être comme « Wouhou! » Peut-être, mais tu vois, je fais de la plongée aussi, puis on dirait que jamais ça s'élimine de mon cerveau le fait que je suis en position de vulnérabilité quand je suis dans l'eau. Tu sais, je me sens très, très vulnérable. Je me sens consciente qu'à tout moment, s'il y a un bris technique, s'il y a quelque chose, il peut... Tu sais, c'est un sport extrême. C'est sûr que toi, tu dépends pas des bonbonnes, tu dépends juste de ta capacité à retenir ton souffle, mais c'est quand même un sport dangereux. Est-ce qu'il y a des moments où, comme tu as des instants de panique sous l'eau encore? C'est le deuxième sport le plus dangereux au monde. Oui, OK. Ah, c'est quoi le premier? Le base jumping, c'est que le saut d'écureuil. Ah oui, OK. Tu sautes d'un building, d'une montagne. D'accord. C'est sûr, mais j'essaie de rationaliser. Comme je me dis que ça m'arrivait... Bon, c'est horrible, j'aurais peut-être pas dire ça publiquement, mais ça m'arrivait d'envoyer un petit texto au volant de temps en temps, ce qui est 1000 fois plus dangereux que de faire de la pêche au harpon ou de plonger avec un requin. Donc, c'est un peu, c'est ça. Parce que tu es consciente, quand tu plonges, tu sais qu'il y a un danger, tandis que quand on texte au volant, on est un petit peu nonchalant, on s'en fout un peu. Des fois, c'est le fait qu'on désactive. Parce qu'on le fait 100 fois. C'est ça, exact. C'est la 101e fois qui peut être la mauvaise, là. Mais, donc, parlons de ta passion pour, spearfishing, qui est pêche au harpon en français. Ça t'amène aussi à toute une passion avec l'océan, qui devient comme très omniprésente dans ta vie. Mais parle-nous donc de cette passion-là, puis comment tu es devenue aussi engagée. Et comme tu es pratiquement, on pourrait dire, une militante. Te considères-tu militante? Oui, je dirais que oui. Okay. Mais la proximité crée beaucoup du caring. Je suis désolée, je perds mon français, ma mère, elle va pas être fière. Je comprends, je fais super attention aussi pour mon père, fait qu'on a chacun notre parent. Mais juste pour contexte, t'es avec un anglophone, tu vis aux États-Unis, tu baignes dans de l'anglais, fait que ça doit pas être évident pour toi de te remettre le cerveau. Si vous connaissez des francophones, des Québécois à Austin, envoyez-moi les parce que je me cherche des amis québécois. Le message est lancé. Donc, oui, mais c'est ça, c'est la proximité a créé beaucoup d'attachement entre moi et l'océan. Donc, tu sais, après avoir fait des milliers de plongées, c'est sûr que l'océan, je considère vraiment ça comme ma deuxième maison. Donc, j'ai commencé à m'en préoccuper de plus en plus. Et puis, j'ai commencé à vraiment voir c'est quoi les problèmes qu'il y avait. Et puis, C'est quoi les problèmes?
Ben, c'est sûr il y a beaucoup Ça dépend où, en fait. Ouais, c'est ça que c'est La durabilité, c'est un problème qui est tellement géographique. Quand tu parles de durabilité, tu parles de la pêche, c'est ça? Je parle de la pêche ou même de plusieurs choses, en fait. C'est comment un pays ou même une région va gérer un problème. Ça peut être un problème ici, mais ça peut ne pas être un problème 100 km dans un autre endroit aussi. Donc, Mais pour les océans, c'est vraiment, je dirais, c'est prédominant. Tu sais, j'imagine que la plupart des gens pensent que plus tu vas dans les endroits reculés, plus il y a des poissons. Ben, c'est le contraire. Pour vrai? Le plus tu vas dans des endroits reculés, le moins qu'il y a de poissons. Parce qu'ils aiment les coraux, les roches. Ça, c'est quoi qui fait qu'ils sont plus proches? C'est parce que, il y a soit que c'est des pays en développement, donc il y a de la corruption, soit qu'il n'y a pas de réglementation, soit que, donc, c'est le plus éloigné que tu vas, c'est le Wild West. Donc, c'est sûr que ça arrive avec les gros bateaux, ça prend tout. Les chalutiers et tout ça. Puis quand tu regardes avec les États-Unis, par exemple, qui est le leader au monde en termes de poissons durables. OK, donc ceux qui produisent le plus de poissons durables? C'est 99% de leurs poissons qui viennent des États-Unis est durable. OK, ça veut dire que si j'achète, moi, à l'épicerie, un poisson qui sa provenance est des États-Unis, c'est presque sûr que c'est durable. Puis quand tu dis durable, ça implique quoi? Ça implique que ma définition de la durabilité serait que si on continue de le consommer de la même façon, ce poisson-là va être disponible pour les générations à venir à perpétuité. C'est-à-dire qu'il va être en mesure de se reproduire, qu'on ne le consomme pas trop en grande quantité, qu'on ne détruit pas complètement son flot de vie. Exactement. Okay. Et puis que tu penses à New York, la Californie, la Caroline du Nord, la Floride, le Texas, les côtes ont extrêmement de poissons. C'est sûr. C'est très bien protégé, c'est très bien... Bon, il y a d'autres problèmes, ce qui est que, par exemple, 90% des poissons qui est consommé aux États-Unis vient de l'étranger. Puis là, c'est pas de la pêche durable. Non. Non, pas du tout. Ça doit être même majoritairement... Oui, mais il y en a que non. Puis souvent, ça vient de Thaïlande ou ça vient des pays, comme tu dis, qui n'ont pas forcément des réglementations en place. Ben, la moitié vient de l'aquaculture. OK. Ça, c'est bien ou c'est mal? Ça dépend. Le leader mondial de l'aquaculture, c'est la Chine. La Chine n'a pas des standards que je dirais très élevés. J'imagine. Et puis, le problème, c'est que, même en poussant le problème, c'est que ça commence à poser des menaces qui soient de sécurité nationale, de santé, Tu sais, parce que quand ils ferment des crevettes, par exemple, puis que les fermes sont sur le bord d'une rivière, puis qu'il y a 6-7 fermes d'affilée, puis qu'il y a une ferme de cochons pas loin, puis que là, s'il y en a un qui pogne une bactérie, ben tout le reste de la rivière va... Puis il n'y a pas vraiment c'est un peu compliqué. Les tests, quand ils reviennent, mais ils peuvent pas tout tester. On parle de milliards de tonnes de fruits de mer, donc c'est extrêmement difficile à gérer. Ouais. Mais bon, l'aquaculture n'est pas toute négative. OK. Puis l'aquaculture qui est faite, supposons que j'achète mon saumon, souvent il est écrit biologique, aquaculture. Je m'étais déjà fait dire que c'était pas bien. À un moment donné, c'est parce qu'on sait plus qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. Comment on démêle... Si quelqu'un aujourd'hui va être responsable puis aller s'acheter des bonnes choses pour des bons produits de la mer, c'est quoi un peu qu'on doit surveiller sur l'étiquetage, sur l'emballage? Mais au Québec, c'est sûr que tout ce qui est la fourchette bleue, c'est vraiment bien. Okay. Et puis ça va être du poisson qui est local. OK. Du poisson qui a été pêché à l'état sauvage aux États-Unis, c'est bien aussi. OK. L'aquaculture n'est pas vraiment présente en Amérique en ce moment. OK. Ça va changer. C'est sûr qu'un poisson biologique, ben non, il n'utilise pas des trop de produits chimiques, trop de trucs. Donc, c'est un poisson d'élevage biologique. Enceinte de 6 mois, moi, j'en mange. T'en manges? Ouais. Elle l'a dit. Tu le manges cru, en plus, des fois. Ouais. Peut-être pas du poisson de... Ça dépend lequel. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'il y en a que tu préfères cuire. C'est même pas par rapport à la qualité du poisson, c'est à la qualité du transport. Ah, OK. Donc, ça dépend d'où il vient. OK. C'est comme du Ora King qui vient de la Nouvelle-Zélande. Je sais que c'est une qualité qui est top, puis je sais qu'il a été congelé sur place immédiatement, donc j'ai pas de problème à le manger cru. Ouais, je comprends. Donc, si je connais pas les techniques de transport de la compagnie, je m'essayerai pas à manger cru. Mais tu manges cru quand même, donc tu te permets de manger des fruits de mer. Tu es enceinte de 6 mois et demi. Est-ce que tu veux nous parler... Moi, enceinte, je mangeais aussi du poisson parce que je me disais, j'ai tellement voyagé. C'est pas vrai qu'au Japon,
ils doivent pas manger de poisson cru. Je sais pas c'est quoi leur brainwashing là-bas, mais je me dis c'est inconcevable. Là. Tout, ça fait tellement partie de la base de leur alimentation, le poisson cru. Puis je me disais, une femme enceinte est la même femme enceinte que c'est une homo sapienne, comme tu disais tantôt. Là, pourquoi ça serait pas dangereux? Pourquoi ça serait pour moi, ça serait pas pour elle? Je me dis, je pense qu'il y a quelque chose de culturel, beaucoup. Puis aussi, ça va avec l'information qu'on reçoit. Si on nous dit constamment que le poisson, c'est mal, c'est mauvais, c'est dangereux, ben on va finir par comme plus vouloir prendre aucune chance, comme un œuf ou que le jaune ne serait pas bien cuit. Ouais. Tu sais, c'est comme ça devient... Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas consommées enceinte. Moi, j'ai été dans le... Je vais y aller selon le gros bon sens. Tu as l'air à faire la même chose, mais veux-tu nous expliquer un peu pourquoi? Puis c'est quoi un peu ta logique derrière ça? Le risque de manger du poisson enceinte, c'est d'attraper la listérienne. Ouais. Puis, essaie de penser à c'est quand la dernière fois que tu as mangé des sushis puis que tu as été malade. Jamais arrivé. Ou tu connais quelqu'un qui a été malade en mangeant des sushis. Puis la deuxième question, c'est si c'est arrivé, où est-ce qu'ils ont pris leurs sushis? Ouais, c'est ça. Tu sais, si tu vas chez Juni sur Laurier ou si tu vas, tu sais, dans l'endroit où même le sushi dépanneur sur Montréal ou peu importe, Ouais. tu sais, que je sais que ça fait des années que je mange là, j'ai jamais été malade, je leur fais confiance avec le poisson. Ouais. Et puis, ce qui pèse énormément dans la balance, c'est que le poisson, qui contient beaucoup de DHA puis de EPA, je sais pas si les acronymes sont le même en français, c'est des nutriments qui sont cruciaux pour le développement des enfants. Mm. Et puis, ils ont fait une étude récemment qui est fascinante. Donc, ils ont comparé les femmes enceintes qui mangeaient du poisson puis ceux qui ne mangeaient pas du poisson. Et puis, ceux qui mangeaient du poisson, ils ont vu une augmentation du quotient intellectuel chez les enfants de 7,1 points. Une fois que l'enfant, ils ont mesuré dans son enfance? Ouais. Ou... OK. Et puis, donc, ça a été... Ils ont vu qu'il y avait vraiment un développement cognitif qui était vraiment important chez les femmes qui mangeaient du poisson. Et puis, d'ailleurs, il y a aussi une autre étude qui a démontré récemment qu'ils pensent que c'est quand l'humain a commencé à manger du poisson qui a déclenché la révolution cognitive. Ah, intéressant. Donc, il y a vraiment plein de bienfaits au poisson. Puis toi, dans le fond, là, on parlait tantôt que tu es un peu activiste, tu fais des conférences, tu es allé à Washington récemment. J'aimerais ça qu'on en parle un peu de ton implication pour changer un petit peu les mentalités autour du poisson ou de la consommation. Là, je pense que c'est plus ça. C'est... Je trouve ça juste vraiment dommage qu'il faut encore que je dise aux gens que manger du poisson, c'est bon pour la santé. Est-ce qu'il y a vraiment des gens pour qui c'est une surprise d'entendre ça? Ben, les gens ont beaucoup peur du mercure, ils ont peur du microplastique, ils ont peur... Mais tu sais, spécialement, je pense, dans une ère où on parle beaucoup des superfoods, puis de qu'est-ce qu'on peut manger, de, tu sais, des pousses de brocoli ou des trucs comme ça. Le OG du superfood, là, c'est les fruits de mer. Mm-hmm. Et puis, je pense que je trouve ça dommage qu'il faut qu'on en revienne à, oui, manger du fruit de mer, c'est tu sais, pour toucher rapidement du microplastique, il y en a dans tout. Je sais pas vraiment quoi vous dire. À un moment donné, si tu veux pas manger du microplastique, faut il fait déjà partie de notre corps, en fait. T'arrêtes de manger. Ouais. Donc, c'est ça qui est ça. Quand il vient au mercure, tu sais, à moins que tu manges du marlin ou du requin ou de l'espadon, ou que tu manges du gros thon 3-4 fois par semaine, l'empoisonnement au mercure, c'est rare. Je connais 2 personnes qui en ont attrapé. Le premier, c'est un capitaine de bateau qui mangeait de l'espadon 4-5 fois par semaine. Ah ouais? Pendant plusieurs mois. Puis l'espadon est particulièrement haut en mercure. C'est une contamination ou c'est juste que c'est un poisson qui a naturellement du mercure? C'est un prédateur qui est très gros, donc il mange beaucoup dans la chaîne alimentaire. Donc, habituellement, la règle principale, c'est sûr qu'il y a des plus petits poissons comme le tilefish. Je sais pas c'est quoi en français, un tilefish. En tout cas. Mais sinon, ouais, les gros poissons qui sont... En plus de mercure. Oui, mais encore là, le FDA dit que tu peux manger le safe jusqu'à 0,999 ppm de mercure. OK. L'espadon a ça, je pense 9,0. La crevette a 0,001. OK. C'est du saumon, ça a genre 0,02. Tu sais, fait que c'est des traces. C'est, ouais, la crevette, je suis pas mal sûre de mon chiffre, le saumon, je suis pas sûre. Ouais. Donc, on va pas te citer. On va pas me citer. Mais tu sais, c'est safe. Puis vraiment, quand tu mets les bénéfices de manger des fruits de mer avec les risques vraiment, puis je dis vraiment les risques entre guillemets, là, c'est juste, t'as aucune raison de pas manger du poisson. Ouais, c'est ça. La majorité des gens sont en manque de
Des bienfaits du poisson. Puis de DHA, puis d'oméga 3. L'oméga 3, c'est ça. Il y a plein de monde qui prennent des suppléments parce que finalement, on en manque. Les oméga 3, Ouais. en plus, enceinte aussi, c'est une très bonne chose à prendre, là. Les suppléments, c'est bien, mais il n'y a jamais rien qui est aussi bon que les trouver dans les source. aliments qui sont à la source, C'est qui est ça. le poisson. Ça, c'est quoi ta participation à Washington, D.C. Dernièrement? Tu nous en parles Donc, un peu? l'aquaculture, ça s'en vient. C'est pas est-ce que ça s'en vient, c'est quand ça s'en vient. Pourquoi, dans le fond, est-ce que c'est pour pallier à un problème parce que la pêche, c'est plus assez? Ou c'est quoi, quand ça s'en vient? C'est l'augmentation de la population. Le quoi, excuse? L'augmentation de la Ouais, population. Donc, ça, c'est sûr que c'est un problème. On a Ouais. beaucoup de notre dépendance aux protéines. Mhm. Et puis, il y a une grosse partie aussi que c'est essayer de remplacer notre dépendance à l'exportation qui vient principalement d'Asie quand on vient à l'aquaculture. C'est sûr qu'il y a un côté aussi qui est économique, parce qu'on a un côté économique partout. Ouais. Ça sera un secteur qui créerait des milliards de dollars. Ça sera un secteur qui créerait énormément de travail Mhm. aux États-Unis. Et puis, ça l'enlèverait de la pression sur la pêcherie sauvage Mhm. également. Le seul problème, mais pas le problème, c'est que l'aquaculture arrive en Amérique, puis il faut que ça soit bien fait. Puis il y a des chances que ce le soit pas? Ou... C'est pour ça que tu Ça peut t'impliques. l'être. Mhm. Exactement. Ça peut l'être. C'est sûr que tout le monde a entendu parler de la ferme au BC, que là, il y a eu des poissons qui se sont sauvés, puis ça crée des contaminations, puis blablabla. Donc ça, c'est les genres de situations qu'on veut éviter. Donc, ce que j'avais poussé à Washington, j'étais avec le... Mon Dieu, je suis pourrie de prononcer ça. Environmental Defense Fund. OK. Puis ça c'est quoi exactement? Non, c'est un fonds d'environnement. C'est une grosse organisation, un but sans lucratif OK. qui est basée à Washington. Et puis, on est allé là-bas pour parler au sénateur de l'aquaculture qui va débarquer en Amérique. Et puis, on voulait pousser un bill qui parlait pour créer un cadre, en fait, dans lequel ça doit arriver aux États-Unis. OK. Donc, OK. ce qu'on voulait vraiment parler, c'est que on veut que ça soit vraiment réglementé, qu'il y ait des caméras partout. Mm. Donc, le projet pilote, ça serait d'avoir 4 fermes qui seraient basées aux États-Unis. Et puis, les 4 fermes vont être en 2 à 5 ans. Ils vont être extrêmement surveillés. Mhm. Donc, ça va être encore là des caméras, ça va être des données scientifiques, ça va être des études. Puis comme ça, on va pouvoir vraiment commencer à... C'est quoi la meilleure façon de faire de l'aquaculture en Amérique? Pour l'instant, est-ce qu'il y en a de l'aquaculture en Amérique? Un peu. Peu. Il y en Un a pas peu. beaucoup. Et puis, le problème, c'est qu'il y en a qui ont fait des jobs plus bonnes, moins bonnes. Ouais, Puis là, ouais. c'est sûr que là, il y a beaucoup de pushback des organismes environnementaux. Ah, OK, je comprends. Puis là, je pense que c'est surtout, je pense que les gouvernements ont un peu de difficulté à se tremper les pieds là-dedans, mais c'est, encore comme je disais, c'est pas une question de est-ce que ça va arriver, Ah ouais, c'est c'est ça. quand est-ce que ça C'est va imminent, arriver. là. Il faut le faire comme C'est il imminent, faut. exactement. Puis tu t'es retrouvé à être impliqué dans ce projet-là comment? Comment tu t'es impliqué là-dedans? Il y a une coalition qui s'appelle la Coalition pour l'aquaculture durable, qui est basée aux États-Unis. Et puis, ils ont organisé avec le Environmental Defense Fund On a compris. un fly-in à Washington. Et puis, ils ont organisé des meetings avec les Fait que sénateurs. t'es dans la coalition, en général? OK, fait que t'es impliqué dans la coalition. Oui, ça fait 1 an que je suis impliquée dans la coalition. OK. Et puis là, avec le Environmental Defense Fund. Pour toi, t'es pogné pour le dire bien trop souvent. Fait que ça s'appelle CSC pour ceux qui ont envie d'aller voir. CSC, exactement. CSA. C'est beaucoup de chefs. C'est des scientifiques, c'est des biologistes, c'est OK. beaucoup de personnes vraiment différentes qui se sont mis ensemble pour justement créer ce cadre-là qui est nécessaire pour... Mais tu sais, est-ce qu'on aime mieux manger du poisson dégueu qui vient de la Chine ou est-ce qu'on aime mieux créer notre propre système? C'est qu'à un moment donné, je pense qu'il faut... C'est sûr que l'environnement, c'est un gros enjeu, c'est quelque chose qui est ultra important. Vous aimez mon contenu? Partagez-le, montrez-le en mettant une réaction comme un pouce par en haut, un j'aime, un commentaire. Toutes ces actions-là font une grosse différence dans l'algorithme. Je suis disponible sur Instagram, YouTube, Facebook et X et maintenant en anglais sur YouTube et X. Après avoir passé une semaine à Washington, c'était comme c'est devenu vraiment flagrant que c'est... Puis ça m'a vraiment étonnée, puis je pense que ça va étonner beaucoup de gens, que un gouvernement républicain est plus enclin à poser des gestes vers l'environnement. Comment se fait-il? Comment tu peux prendre cette mesure-là? C'est basé sur quoi? La réception
de Ok. beaucoup de choses, aussi parce que chaque fois qu'on s'assoit avec eux, ils nous expliquent sur quoi ils travaillent. Et puis, quand on compare le mandat Trump avec le mandat qui est Biden, il y a beaucoup plus qui a été fait pour l'environnement sous le mandat Trump qui a été fait sous le mandat Biden. Donc, de 2016 à 2020, il y a eu plus de choses qui ont été faites pour l'aquaculture ou pour l'environnement en général? Pour les deux. Ah, pour ouais? l'environnement en Il n'y a général. personne qui va... C'est... Mais pas grand monde qui va te croire. Je pense que c'est parce que je dois préciser ici que je ne suis pas une Trump de fan, je ne voterai fan de pas Trump. pour Trump. Ouais. C'est pas... C'est même... Je dis pas ça parce que... C'est objectif. C'est un fait. Ouais. Je relais un fait ici Mhm. du fait que c'est la situation. C'est pas... Je sais pas que je Tu l'aime. dis ça la journée que Trump a été accusé, jugé coupable. Puis, mon Dieu, il y a tellement de gens qui se réjouissent de ça. Il y en a d'autres aussi qui s'en foutent. En tout cas, il y a vraiment, c'est particulier la division qu'il y a autour de ça, mais ça m'amène un peu à glisser vers... À chaque fois qu'on cite les bons coups de Trump, soit qu'on se fait dire qu'on est un adorateur de Trump, puis on est obligé de préciser que c'est pas le cas, mais on peut-tu être objectif au moins, puis comme relater les bons coups qu'il fait. Puis il t'avait été pris dans un genre de mini-scandale où t'es allé, je pense, au party du fils de Trump. C'est possible? J'ai été invitée sur le podcast de Trump Jr. OK, il y a un podcast. De Don Jr. Et puis, parce que c'est un grand avide de spearfishing. Mm-hmm. Et puis, c'est drôle parce qu'il m'a invité pour un peu me prouver que c'était un peu dans l'esprit de comme, on check là à la woke, on va essayer d'avoir une conversation, puis genre, ça va être drôle. Donc, c'était un peu dans cette optique-là. Mm. Finalement, la conversation s'est très bien passée. On s'est rendu compte qu'on se rejoignait sur beaucoup de points. Mm-hmm. Et puis, chaque année, il fait un party de Noël chez lui, et puis T'étais là. il m'a invité à y aller, donc je suis allée 2 années d'affilée, puis... Mais pourquoi ça... Il y a une année que ça a créé scandale en particulier? Ou... Oui, la deuxième. Parce que ça s'est su. C'est quoi qui s'est passé? J'ai mis une photo. Ah, puis Donc, ça a la été première ma fois, faute. t'avais pas mis une photo. Ça a été ma faute. C'était clairement ma faute. La deuxième année, j'ai mis une photo, et puis ma caption, c'était il a même invité ses amis communistes. En te référant comme Ouais. étant la Ce qui la était- gauche. Exact. là. Donc, ce Ouais, qui était évidemment une blague. ouais. Oui, oui. Et puis, je pense que j'ai perdu 10 000 Abonné. abonnés dans le cours de la semaine, Aïe, aïe. juste à cause de la photo. Des gens avec qui je suis allée à l'université qui m'envoyaient des messages en me traitant de tous les noms, en me disant que j'étais la pire personne du monde. Incroyable. Et puis j'ai essayé de leur expliquer. Je suis comme, je comprends que tu le détestes. Puis, tu sais, je veux dire, je suis pas... T'es pas là pour le Quand défendre il fait des non plus, là. speeches, je suis pas comme, oh, wow, il est donc intelligent, ce gars-là. Non, je pense qu'on est de manière objective. Il a l'air un petit peu con des fois, on peut trouver. C'est Ouais. ça. Des fois, il pourrait s'abstenir de dire bien des affaires. Mais il est souvent cité hors contexte aussi, ce qui joue aussi pour Oui, que c'est les sûr. gens finissent par le trouver vraiment débile, parce que quand t'écoutes de A à Z, il se tient, tu sais. Oui, c'est sûr. Tu sais, Il manque de nuances sur la question Trump, sur comme ben des exactement, nuances, ça, c'est là. sûr. C'est Ben sûr des que, bon, sujets. il a créé beaucoup de problèmes aux États-Unis puis en Amérique, comme sur la division, puis voilà, ce genre de Ouais, trucs-là. ouais. Mais sur la conservation, en fait, c'est avec Don Jr., je me suis rendu compte qu'on se rejoignait sur beaucoup de points. Mm. Et puis, c'est des gens qui sont impliqués dans la conservation. Donc, à un Ouais. moment donné, tu sais, c'est... Est-ce qu'on veut faire avancer les choses ou est-ce qu'on veut rester dans sa bulle de Préjugés. confort intellectuel, d'argumentation sans vouloir se dépasser? Et puis, malheureusement, on se rend compte que si tu fais ça, il n'y a jamais rien qui va changer. Jamais. Si tu n'es pas capable de t'asseoir et d'avoir une discussion avec quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord, puis que tu n'es pas capable d'avoir un minimum d'ouverture d'esprit sur ce que l'autre personne te dit, même si tu n'es pas d'accord, on va aller nulle part. On va jamais nulle part. Puis on voit bien ce qui se passe depuis 2016. Le ravin entre la gauche et la droite ne fait qu'empirer de jour en jour, alors que c'était pas comme ça avant. Les gens travaillaient plus ensemble avant, puis maintenant, on dirait qu'on n'est plus capable de faire ça. Ouais. Donc maintenant, si quelqu'un me dit quelque chose, si je crois que quelque chose dure comme fer, la première affaire que je vais googler, c'est le contraire. C'est tellement intelligent de ta part, mais ce qui est dommage, je trouve, c'est qu'il y a tellement plus beaucoup de gens qui font ça. Puis non seulement ça, mais c'est que de le faire, c'est mal. Juste un exemple, puis j'en parlais récemment sur un autre podcast, mais juste écouter Tucker Carlson faire une entrevue avec Vladimir Poutine faisait de toi un grave criminel. Tu sais, c'était hyper... En tout cas, au Québec, je sais pas si tu as Il y vu a du comment monde qui ça... l'ont pas écouté.
C'est pas possible, c'est pas possible. T'as pas des amis au Québec ou, sérieusement, avant même que ça commence à sortir? Je connais personne qui l'a pas écouté. Ben, peut-être, mais c'est sûr, autour de moi, tout le monde l'a écouté, c'est sûr. Mais les médias ont tellement paniqué ils se sont mis à faire comme... Avant que ça arrive, là, c'était boycotté. Bouchez-vous les oreilles, il y a un danger qu'une sirène vous enchante et que vous puissiez peut-être un peu trouver que Vladimir Poutine fait du sens. N'écoutez pas ça. C'est un apologiste de Poutine. Tucker fait de la désinformation, blablabla. C'est comme, il est où le danger d'écouter? Ben, moi, je trouve Tucker Carlson extrêmement brillant, je l'adore. Puis j'ai écouté l'entrevue, puis je suis pas tombée en amour avec Vladimir Poutine. Ça va très bien. J'ai pas l'intention de déménager en Russie, mais ça m'a permis de moduler ma position par rapport à tout le conflit avec l'Ukraine. Puis... Mais maintenant, c'est ça ce qui est triste du Québec, c'est qu'on nous dit, s'il vous plaît, n'écoutez surtout pas ce que les gens... N'écoutez pas Poutine, n'écoutez pas Trump. Puis j'imagine que quand tu essaies d'expliquer avec des gens, tu dis que tu as des anciens collègues de l'université qui t'écrivaient, est-ce que c'était des gens du Québec? As-tu été capable de leur faire valoir ton point? Non. C'est ça. Je pense parce qu'en fait, c'est qu'ils ont même pas voulu m'écouter. Exactement. Puis même si à la fin, j'ai fait de l'argument, j'ai fait... C'est drôle que tu parles de Poutine, parce que je leur avais dit, si je me faisais inviter à souper chez Poutine, c'est sûr que j'irais. Ah, mais là, c'est par la fin, curiosité intellectuelle. Ouais. Si je me ferais inviter... N'importe où. Là. En tout cas, je vais pas pousser la donne en nommant d'autres exemples de personnages atroces au cours de l'histoire, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais... En fait, c'est dans un but de comprendre ces personnages-là. C'est pas dans le but de te lier d'amitié avec eux et de les trouver extraordinaires. Si tu comprends quelqu'un, ben c'est beaucoup plus facile de la gérer puis gérer une opinion, alors que, tu sais, surtout que j'habite au Texas. Donc, on s'entend que des opinions divergentes de la mienne, j'en côtoie à tous les jours. Mm-hmm. Et puis, ça m'a poussé vraiment beaucoup à m'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses parce que des gens que je respecte, des gens qui ont beaucoup de succès, des gens qui sont extrêmement gentils, qui ont des personnalités fantastiques, que je me rends compte qu'ils ont des politiques qui sont différentes que les miennes, qui sont, même je vais le pousser à l'extrême, j'ai des gens que je respecte énormément qui sont contre l'avortement. Oui, moi aussi, ma position sur l'avortement a beaucoup changé depuis que je me suis mis à écouter ceux qui étaient contre l'avortement. Et puis, c'est même si, bon, tu peux être pro-choix, tu peux pas être pro-choix, mais tu peux être capable de comprendre l'argumentaire derrière. Exactement. C'est quelqu'un qui me dit que sa mère, elle a été forcée de garder le bébé, puis la seule raison pour laquelle ils sont en vie, c'est parce que la mère s'est pas fait avorter, ou que des gens qui ont des principes de religion qui sont ancrés. Tu peux ne pas être d'accord, mais ça veut pas dire que... Puis ça, c'est Trump qui a créé ce problème-là. Par contre, c'est que on a donné le droit aux gens de dire « t'es donc ben débile ». Pourquoi tu dis que Trump a donné ce droit-là aux gens? J'ai trouvé que Trump a un peu parti le mouvement de rendre ça correct, d'insulter quelqu'un d'autre qui pensait pas pareil. Donc ça, c'est ma plus grosse critique de Trump, c'est que, tu sais, jamais dans l'histoire de l'humanité, on a vu un politicien qui a traité une fille de grosse laide. J'avoue que c'était... Dans les médias. J'avoue que c'était... Il n'y a pas la langue dans sa poche, disons. Ouais. Non, exactement. Ouais. Et puis, tu sais, c'est... Encore là, tu sais, que tu aimes Trump ou que tu l'aimes pas, c'est sûr que, bon, il a fait des affaires positives, il a fait des affaires négatives, puis encore là, c'est d'être capable de faire la part des choses. Mais c'est parce que souvent, je trouve, dans notre monde, on verse beaucoup dans l'idéologie puis un peu la religion. Tu sais, supposons que tu adhères à un concept exact, mettons exemple, l'environnement, puis que là, l'environnement, c'est ta cause, ben ça devient de la religion. Fait que si, mettons, quelqu'un arrive et nuance la position puis dit, ben peut-être que le réchauffement climatique, c'est pas si dû à l'homme que ça. Il y a des études qui démontrent que, mettons, le plastique est beaucoup plus grave, puis que, peu importe, un scientifique arrive avec ça, c'est la fin de sa vie, là. Il se fait trancher la tête, parce que les gens deviennent tellement émotifs par rapport à ça, sont tellement investis d'une mission que c'est comme si, là, il n'y a plus d'objectivité. On est dans de la religion sur tellement de thèmes, puis, c'est sûr, moi, je suis au Québec, je vis au Québec, puis je trouve ça vraiment particulier de vivre ça. Tu parles de 2016... à cause des élections de Trump, tu dis on a accentué beaucoup le ravin. Moi, je trouve quand même ça particulier depuis 2020, là, au Québec. C'est comme s'il y a une rupture, le tissu social se porte très mal. Puis je me demande, c'est quoi ta relation au Québec, toi qui es extérieur? Tu sais, on parle de politique américaine, on parle aussi tu t'investis pour l'aquaculture aux États-Unis, mais tu sais, il y a comme tout le monde au Canada, au Québec. Avec ton point de vue extérieur, c'est quoi un peu ta relation avec le Québec? Je trouve ça dommage, parce que, tu sais, ça a même créé des tensions avec mes parents, par exemple, avec mon père. C'est que j'essayais d'avoir des conversations avec lui, avec des choses que moi j'avais vues, ou avec des trucs où
Et puis, si je me rendais compte que je n'étais pas capable d'avoir, ça a commencé avec la COVID. Tu sais, moi, je vivais en Floride pendant la COVID, où il y avait pas mal aucune restriction. Je pense qu'on a eu 2 semaines de restriction. C'est que c'est puis même, chaque fois que j'ai abordé le sujet d'une mini nuance, c'était, je faisais face à un mur, puis je trouve ça dommage, parce qu'encore là, c'est que ça crée une absence de discussion complète. Et puis, tu sais, les études scientifiques, maintenant, ont vraiment démontré un lien sur l'extrême, que ce soit du éco-activisme avec le narcissisme. Je pense que c'est un point de vue qui est vraiment très intéressant en ce moment, de voir, est-ce que, à un moment donné, est-ce que tu te mets toi-même dans un trou où tu fais juste regarder les murs dans ton trou parce que tu n'es pas capable de rien voir. Et puis, il y a comme un organisme qui parlait récemment justement de l'aquaculture. Et puis, il disait que l'aquaculture qui était offshore, comme vraiment loin dans l'océan, c'était le truc le plus mauvais puis le plus evil qui n'existait pas sur la planète. Et puis qu'il fallait absolument regarder le documentaire de Patagonia sur l'aquaculture. OK. Et puis, donc, je parle à la fille, puis j'ai dit, ben regarde, je pense que c'est important qu'il faut que tu saches que Patagonia est investi dans un système d'aquaculture sur Terre avec des systèmes de recyclage d'eau, qui n'est pas parfait non plus. Ça demande des millions de gallons d'eau. Et puis, tu sais, j'étais comme, tu sais, si je dis qu'il y a des bons systèmes sur Terre, puis il y en a des mauvais, puis il y en a des bons qui sont dans l'océan, puis il y en a des mauvais. Je pense que tu devrais voir un peu la part des choses, à la place que, tu sais, c'est sûr que Patagonia qui investit, qui a des millions d'investis dans un système d'aquaculture sur la Terre, c'est sûr qu'ils vont faire un documentaire, qui va parler en mal de l'aquaculture qui est faite en mer. Ouais, il y a des intérêts. Puis elle m'a bloqué. Ah, t'as bloqué? Elle m'a bloqué. Ça aussi, c'est une autre affaire qui est fascinante. C'est comment, du moment que tu fais juste semer une petite graine qui pourrait mûrir, bloc. On est vraiment dans une drôle d'époque. Puis c'est un organisme que leur travail, c'est de discuter des enjeux environnementaux. Ouais. C'est des jeunes qui sont vraiment des activistes puis tout ça, puis ils sont même pas capables de gérer. C'est même pas, je vais écouter ce que tu as à me dire, puis je vais réfuter tes opinions, ce qui est fantastique. Si tu veux réfuter ce que j'ai à dire, génial, on va passer 2 heures. Un beau débat. Exactement, ça va être parfait, parce que là, de un, ça te pousse à être plus informé sur ce que tu as à dire. Ça te pousse à backer tes arguments. Exact. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment positif. Mais là, c'est vraiment, on est rendu où, si tu dis que ce que je dis, c'est pas vrai, bloc. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça qui me dérange le plus parce que, tu vois, je parlais de ça cette semaine. J'ai réalisé qu'un journaliste m'a bloqué. Ça arrive assez régulièrement. Mais moi, je suis pas un troll, tu comprends? Tu sais, mais en fait, ce journaliste, je connaissais pas du tout. Là, j'ai vu qu'il avait été tagué, mais je pouvais pas voir qu'est-ce qu'il avait écrit. Puis je suis comme, c'est qui, lui? Je clique. Puis là, je suis ah, vous avez été bloqué. Je suis ben, coudonc, j'ai été bloqué par un gars que je connais pas. Ça veut dire que ce journaliste de la presse a été bloqué, une personne avec qui il a jamais eu d'interaction juste parce que mes idées le dérangent. Tu sais, moi, je trouve ça vraiment alarmant parce que... T'es pas Richard Martineau, là. Puis même à ça, tu sais, même si j'étais Richard Martineau, si je t'ai jamais attaqué personnellement, si j'ai jamais été désagréable envers toi, que mes idées te dérangent, puis parce que si t'es, je sais pas, moi, chef ou agriculteur, puis t'as envie de me bloquer, c'est une chose, mais t'es journaliste. Ta responsabilité dans ta vie, dans ta carrière, dans ta profession, tu représentes le 4e pouvoir, tu es supposé être capable de connaître tous les spectres d'un sujet pour être capable d'écrire avec impartialité. Mais là, on n'est plus dans ça. Comme je disais, on est dans la religion. Puis moi, ça me pose vraiment problème. Je sais pas si c'est comme ça aux États-Unis, si les journalistes bloquent aussi de cette façon-là, mais écoute, j'en ai quelques-uns qui m'ont bloqué. Là. Il n'y en a pas rien qu'un. Là. Ben, c'est comme tu dis, c'est décevant. Puis ce qui est poche, en fait, c'est qu'il y a beaucoup, ça a été beaucoup comme dénommé comme étant c'est de la conspiration, c'est ça. Ou c'est des trucs comme ça, alors que c'est pas du tout ça. C'est comment est-ce que, comme tu dis, un journaliste, il y a rien de plus choquant pour moi de savoir qu'un journaliste est pas capable d'adresser une opinion qui est contre la sienne en 2024. C'est la plus grande tragédie qui est arrivée aux médias la décennie, je te dirais. Ça va pas très bien. Puis je veux dire, nos médias, ça va pas, là. Vraiment, non, ça, c'est sûr que ça va pas. Il y a un méchant problème. Puis c'est fendre aussi. La bonne nouvelle, c'est que j'écoutais Joe Rogan l'autre fois, puis il disait, je pense que c'était avec Patrick Bet-David, mais je suis plus sûre, mais il disait « We're the mainstream media now ». Tu sais, c'est plus eux. On a plus de gens qui nous écoutent qu'eux. Fait que la vapeur a été renversée aux États-Unis. Ici, c'est encore émergent, puis
c'est nouveau, mais tu sens que ça s'en va quand même vers ça parce que les gens, le lien de confiance est totalement rompu envers les médias traditionnels. Puis là, les gens cherchent de l'information ailleurs. Puis Dieu merci, il y a quand même quelque chose de beau qui émerge de tout ça. Justement, je viens de parler de Joe Rogan, ça m'a fait penser, tu es allé 2 fois à Joe Rogan. Puis quelque chose qui m'impressionne, puis je trouve qu'il dénote encore une fois le petit Québec. C'est gros, là, tu sais, c'est le podcast le plus écouté au monde, mais il n'y a pas un média ici qui en a parlé. Ça m'a empêché de travailler au Québec. Ça t'a empêché. Non seulement ça t'a pas servi, mais ça t'a nuit. À ta raconte. Il y a beaucoup de gens, que, spécialement quand il y a eu l'espèce de gros scandale avec Neil Young, Ah ouais. en tout cas. Ça a été... Non, c'est sûr que le podcast de Trump Jr., j'aurais peut-être plus comprendre. Ouais. Mais je me suis fait dire comme arc, Joe Rogan, genre, j'en ai pas que t'es rendu, genre, ils répandent la mauvaise information. Okay. Je suis comme, t'as déjà écouté Joe Rogan? Non. Bien sûr que non. Bon, ben, OK. De quoi tu parles? C'est comment est-ce que Mais non, ça a été... non, quand j'étais sur Rogan pour la 2e fois, j'ai contacté tout le monde, T'as contacté dans le but que ça fasse parler un peu de toi ici, c'est ça que tu veux dire? Ou qu'est-ce que ça Ouais, ben, la femme agente? qui s'occupe de mon PR, Ouais. elle a contacté tout le monde. Tout le monde en parle. Je sais que la fille de... Ben, la semaine des 4 jeudi, elle a dit... Les 4 juillet. 4 juillet, ouais, je pense. Ouais. Parce que je tuais des animaux, elle a pas voulu me recevoir. Oh, wow! Hey, on est dans la vertu au Québec. Ben, au Québec, ça a été un peu... Ça a été compliqué parce que moi, je veux travailler au Québec. Tu sais, c'est ma carrière, je suis québécoise. Et puis, tu sais, je me fais reprocher des fois de pas parler en français, mais j'ai essayé de travailler au Québec et puis ça c'est juste pas... C'est pas... je me suis fait proposer des Big Brother, non, merci. Non, pourquoi, Valentine? Mais si t'as pas un sujet de conversation, si t'as pas un discours qui est... Puis, à défaut de trouver un autre mot comme ça... Si t'as pas un discours woke, tu travailleras nulle part au Québec. Oui, t'as tout compris. Tu résumes très bien le Québec. Faudrait que je parle de comment tout va mal, que dans les océans, je peux pas parler de provenance de nourriture, je peux pas parler de ce genre de trucs-là. Tu dises que t'es un humain enceinte au lieu de dire une femme enceinte, puis que tu parles plus de maternité parce que c'est pas assez inclusif. Puis que là, c'est sûr, je peux évidemment pas dire publiquement que je mange du poisson cru puis des huîtres. C'est sûr, c'est vraiment grave aussi, ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est que t'aurais jamais pu avoir la belle carrière que t'as si tu t'étais juste buté au Québec ou limité au Québec, parce que tout ce que tu fais, puis j'admire ce que tu fais, malheureusement, n'est pas admiré au Québec. Déjà, tu penses hors de la boîte, à fond. Tu fais des choses à contre-courant. Tu remets en question, tu n'as pas peur de provoquer. Toutes ces choses-là, sensiblement, ce que je fais, puis je vis aussi les conséquences, parce que moi, je suis particulièrement concentrée au Québec. Tu sais, tu as une espèce de backlash tellement fatigant, puis c'est comme tu viens de dire tantôt, tu disais c'est comme une tragédie ce qu'on vit par rapport aux médias, mais c'est une tragédie qu'on vit au Québec parce qu'il y a quelque chose de triste dans le fait qu'on puisse plus avoir de conversation, qu'on puisse plus entrechoquer nos idées. Tu parlais d'avortement. Moi, j'étais pro-avortement comme tout le monde. Là. J'avais adhéré à ça, mais j'avais jamais écouté qu'est-ce que les autres disaient. Puis à un moment donné, comme tu disais tantôt, j'ai changé un peu ma façon de penser. Puis je me suis dit, si j'ai une opinion sur un sujet que j'ai pas vraiment recherché, ça peut pas être mon opinion. Fait que je vais aller m'informer. Pour que ça devienne vraiment mon opinion, je vais la forger, je vais la baquer avec des bons arguments. Puis là, en écoutant, je me suis mis à vraiment faire... Ouais, OK, je comprends. Je savais pas qu'au Québec, on pouvait se faire avorter à 38 semaines puis que ça a eu lieu l'an passé, en 2023. J'ai un problème avec ça. À 38? 38. J'ai accouché de ma première fille à 36 semaines. Enfin, c'est un bébé à terme, mais avorté. Ça s'appelle un meurtre. Je suis désolée. Fait que là, quand est-ce que ça devient... Oui, c'est ça. Puis il y a personne qui est bien OK avec le fait qu'on peut s'avorter dans le 3e ou le 2e trimestre. Pourtant, ça existe. Oui, c'est pas des dizaines de milliers par année. La majorité des avortements ont lieu dans le 1er trimestre. Mais ce que je me suis aperçue en m'intéressant à ça, c'est que je n'y connaissais rien. J'avais une opinion sur un sujet que je connaissais pas parce qu'on m'avait dit, si tu veux être cool, progressiste, sois pro-avortement, mon corps, mon choix. Parle de ça. Puis sois une bonne personne. Puis sinon, si t'es dans l'autre clan de ceux qui sont anti-avortement, mais là, tu tombes dans tes conservateurs. Déjà, c'est très, très grave. T'es rétrograde, tu viens d'une autre époque, t'as pas compris que la science a évolué, les droits des femmes, les droits des personnes. Tu sais, ça vient avec des étiquettes tellement disqualifiantes que tu dis, mon Dieu, je voudrais surtout pas aller là. Tu sais, c'est plate aller là. Ben, je pense que quand tu dis « sois une bonne personne », je pense que tu as vraiment résumé exactement le mouvement de... Si t'adhères pas à l'opinion majoritaire, t'es pas une bonne personne. Ouais. Je pense que ça a commencé beaucoup avec COVID aussi. Ah oui, le syndrome du bon citoyen. Là. C'est exactement. Et puis ça a été, je sais pas, je trouve ça dommage. Puis même
encore là au Québec, tu sais, que toutes les jobs, les opportunités qui m'étaient offertes, ça, des trucs de télé-réalité, puis des trucs que je trouve... Ça élève pas beaucoup les consciences. Je vais pas dire consciences. insignifiante parce que... Mais c'est un peu ça quand tu travail. peux pas dire, mais... yeah. Mais c'est work is work, mais ouais. tu sais, c'est juste pas... Moi, c'est pas ça qui m'intéressait du tout, tu sais. Ouais. Puis... On est beaucoup dans ça au Québec, ouais. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que tu dirais qu'aller à Joe Rogan t'a nuit. C'est ça qui est particulier. Au Québec, ouais, définitivement. C'est ce que ça t'a ouvert des portes ailleurs? Puis pas que ça m'a juste nuit, mais comme tu dis, tu sais, il y a comme pas eu de... On n'est pas fiers, là. C'est pas comme, non, notre représentante, ambassadrice du Québec, qui est comme au podcast le plus écouté au monde. Non. Il y a 3 Québécois qui sont allés à Rogan. Georges Saint-Pierre, Fred Morin, puis David McMillan, les gars de Joe Beef. Ah oui, OK. Oh, oui. C'est qu'on est comme 3 groupes de Québécois qui sont allés à Rogan, puis je pensais que... Ouais. Non. Joe Beef, ça a dû faire parler un petit peu plus parce que sont gentils. Ouais, ils sont gentils. C'est un petit peu plus gentil que toi. C'est fou. C'est vraiment particulier. Moi, je suis des poissons, mais je suis bien méchante. Mais puis, la dernière fois qu'on s'est vu, tu parlais non seulement que tu tues des poissons, mais que tu aurais aimé ça commencer à chasser. Oui, j'ai commencé à chasser récemment, ce qui a pas... Je pose pas sur le sujet. Non, c'est ça, t'as pas partagé. Je publicise pas du tout le côté chasse de ce que je fais. Pourquoi? C'est parce que tu penses que ce serait pas un bon move? Les gens sont pas prêts. Tu vas perdre beaucoup trop d'abonnés. Je sais déjà que les gens sont un peu comme pas très à l'aise avec le fait que j'attrape du poisson. Y a-tu vraiment... Attends un peu. Le poisson, généralement, les gens sont pas comme « Oh, wow, c'est cute, un poisson. » Je suis comme étonnée que ça puisse choquer des gens que tu... Puis en plus, c'est un poisson à la fois. Là. Pour ceux qui ne connaissent pas la pêche au harpon, c'est un harpon, c'est un poisson. Il y a des marques avec qui je travaille qui veulent que l'œil du poisson soit couvert si je fais un poisson entier. Attends, l'œil, c'est comme on cache le mamelon puis on cache l'œil. Ouais, on cache le mamelon et l'œil. Parce que les gens n'aiment pas ça, voir un œil, parce que ça choque les gens. OK. Mais c'est sûr que aussi, tu sais, il n'y a pas juste au Québec, c'est sûr qu'il y a des marques avec qui je peux pas travailler, même si je serais un très, très, très bon match. Ah ouais? Parce que il y a un aspect d'attraper sa propre nourriture. Et puis, il y a tellement de peur de choquer en ce moment. Ouais, c'est ça. On va toucher à rien qui pourrait même de loin être un petit peu osé. Mais le vent tourne. Je dirais que le vent tourne. Il y a de plus en plus de gens maintenant qui commencent à s'ouvrir un peu plus à la question de... Parce que je pense que là, avec une inondation des marchés de produits végétaliens, que je pense que les gens commencent à se rendre compte que finalement, ça ne donne pas tant que ça. Ouais, puis c'est pas parce que c'est végétalien que c'est bon pour la santé non plus. Là. Non, du tout. Puis ça goûte bon encore moins. Ouais. Les crevettes végé, c'est tellement dégueu. Ah mais non, mais c'était... En tout cas, on peut parler de Seaspiracy, là, mais... Ouais, tu m'en avais parlé un peu la dernière fois. Moi, je te l'ai pas vu, le documentaire, fait que je peux... Je perds pas ton temps. Ça mérite pas qu'on leur fasse de la pub. Mais ne regardez pas, tu dirais que c'est quand même... C'est un peu de la propagande, ces documentaires-là. Beaucoup de gens l'ont vu, donc il y a beaucoup de monde qui m'en parle. C'est comme, par exemple, je pense que c'est Vogue qui a fait une publication récemment. C'est une fille qui n'a un saumon. OK. Puis les commentaires, là, parce que les gens qui font le plus de bruit dans l'audience, c'est rarement les gens qui ont quelque chose de plus intelligent à dire. Non, c'est les plus radicaux, ouais. Exact. Et puis donc là, ça a été, les gens ils disaient qu'ils trouvaient que ça les offensait, qu'ils avaient passé la matinée à pleurer parce qu'ils avaient vu un poisson mort sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe avec la jeunesse? Je comprends pas. Puis moi, j'aimerais bien voir une étude sur le... Puis je dis vraiment pas ça pour être méchant, je dis vraiment ça 100% par curiosité intellectuelle encore. J'aimerais vraiment voir le lien entre la tolérance à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et puis entre l'anxiété et puis la prise de médicaments contre l'anxiété et puis ce genre de choses-là. Parce que je pense qu'à mon avis, je pense que si on creuse profond dans ce problème-là, on va voir que à un moment donné, l'accommodation puis le mettre les gens dans des bulles, je pense pas qu'on leur rend service. Tellement. Puis, tu sais, ta mère, comme on fait un cercle, mais qu'elle ait eu le réflexe de ne pas te mettre là-dessus. Tu sais, moi, quand j'ai voulu arrêter mon stérilet pour avoir des enfants, ma gynécologue m'avait dit, elle a quand même une grosse clientèle qui sont des ados. Puis, je me rappelle plus du pourcentage, parce que je suis pas bonne. Puis, c'est pas un chiffre d'une étude, c'est elle qui m'a dit, je pense que c'était 60% de sa clientèle. En tout cas, je me rappelle, c'était plus que la moitié. 60% de sa clientèle étaient ses antidépresseurs, entre 12 et 17 ans. C'est des enfants, là.
c'est l'adolescence. Je suis comme, ben oui, l'adolescence, c'est tumultueux, tu sais. Imagine comment on crée des problèmes. C'est intéressant ce que tu dis. Tu dis creuser profond. D'après moi, on n'aurait pas besoin de creuser si profond que ça pour les faire, les liens. Mais c'est le genre d'affaire qui est dur à sortir. Je suis sûre qu'il y a sûrement des études qui existent déjà par rapport à ça. Mais les gens sont tellement rendus réactifs puis sensibles. Puis tu sais, j'en ai parlé avec Guillaume Dulude dans un podcast. Je sais pas si tu connais Guillaume Dulude. En tout cas, c'est un docteur en psychologie. Tu sais, on parlait comment les... Ah oui. Ben, au Québec, là, qui dérange un peu parce qu'il brasse la cage sur certaines affaires, mais on parlait comment les termes violence puis haine sont vraiment accolés vite. Là. Tu fais juste dire qu'une femme a un utérus, c'est d'une violence inouïe ce que je viens de dire là pour les activistes trans. T'sais. Fait que là, tu parles de violence, de dire qu'une femme a un utérus, je suis comme, attends un peu, là, on peut-tu dire les vraies affaires ou on n'a même plus le droit de dire ça? Puis c'est beaucoup la jeunesse. Si tu parles avec quelqu'un de 60 ans, généralement, il va pas se mettre à pleurer parce qu'il a vu un poisson sur Instagram. Ben, je pense qu'il y a un juste milieu à faire entre l'époque de nos parents, de nos grands-parents, où tu n'avais pas le droit de parler de santé mentale, et puis de la situation maintenant où on accommode la moindre inconfort. Comment tu veux créer un humain qui est capable de faire face à la vérité dans sa vie, parce qu'il va faire face il va faire face à l'adversité dans sa vie, il va se passer des choses dans sa vie qui va être probablement horribles, comme ça arrive à tout le monde. Ah ouais. Il va y avoir des pertes, il va y avoir de la maladie, il va y avoir des choses qui se passent, il va y avoir des moments difficiles, il va y avoir des pertes d'emploi, il va se passer des choses. Puis comment est-ce qu'on équipe nos jeunes avec ça en leur donnant une pilule? Ouais, C'est impossible, là. On leur fait tellement un mauvais service en faisant ça. En tout cas, j'ose croire que ça va revenir, tu sais, que le ballon va se rétablir. Toi qui t'apprêtes à devenir maman, c'est quand ta date? C'est fin de l'été tout. C'est ça, fin de l'été. Ça va vite, hein? Une grossesse, c'est fou, c'est lent puis rapide en même temps. Comment tu vois ça, la maternité? On parle de, tu sais, des... Ben, j'ai déjà commencé un peu à essayer de faire les choses à ma façon. Donc, je suis allée faire du snow dans la poudreuse, pas dans les... Enceinte? Ouais. Ton manteau, est-ce que tu peux l'attacher? J'avais un manteau de gars. OK. Mais j'ai fait dans la poudreuse, c'est que si tu tombes dans la poudreuse, c'était pas mal, là, donc c'est pas... Il y avait comme pas vraiment de danger. Écoute, je connais des cascadeurs enceintes qui continuent de faire de la cascade. Oui, j'étais allée, il y a 2 semaines, je suis allée dans le Bahamas, j'ai plongé avec les requins. Wow! J'ai plongé avec les dauphins, je suis allée faire du spearfishing, j'ai attrapé du poisson, je suis allée 4-5 fois spearfishing enceinte. T'as-tu trouvé ça plus dur sur le souffle? La dernière fois, oui. La dernière fois, je trouvais que mes plongées étaient un petit peu courtes. Mais c'est drôle parce que je suis revenue comme à Austin, puis j'avais un rendez-vous chez le médecin, puis j'étais à mon infirmière, je suis comme, mais... Quand je me penche puis j'attache mes souliers, là, est-ce que je l'écrase? Ah ouais, c'est ça. À Montréal, elle fait une niaise-tu? Elle fait, t'es allée plonger avec les requins la semaine passée, puis sinon, tu mets tes souliers, c'est dangereux. Mais c'est vrai que c'est le genre de question Elle te répond du coup, finalement, est-ce qu'on l'écrase ou pas, le bébé? Elle dit non, t'es bien correct à mettre tes souliers. C'est tellement dur à c'est faire. C'est comme, OK. Mais comment tu vois ça, la maternité? Parce qu'il y a beaucoup de défis à l'heure qu'on vit, élever des enfants dans ce monde-là. Là. Tu parles du fait qu'ils sont sensibles, tout ça. C'est quoi? Comment t'embrasses un peu ce défi-là? C'est quoi? Comment t'as envie de le relever, ce défi-là? Ça va sonner vraiment horrible à entendre, ce que je vais dire, là. Mais une des raisons principales pour lesquelles je veux des enfants, c'est pour contrer certains enfants qui ont certaines mentalités qui existent en ce moment. Et puis, c'est pas... Je dis pas ça d'une manière comme égocentrique du tout, mais c'est que j'ai tellement appris beaucoup sur moi-même avec la chasse, la pêche, avec le voyage. On est ouvert d'esprit pour beaucoup de choses. Et puis, je veux amener cette nuance-là dans le monde. Puis, j'espère que je vais élever mes enfants. Puis, ma fille de cette façon-là. Et puis, qu'elle va être capable de... Je vais l'amener à la chasse quand elle va avoir 5 ans. Yes. Puis, on l'appellera. Si elle n'aime pas ça, ben, elle n'aimera pas ça. Puis, c'est tout. Puis, on fera d'autres choses. Ouais. Mais oui, mais elle l'aura essayé. Mais elle va l'essayer. Puis, elle trouvera pas ça dégueu. Puis, elle va pas... Ouais. Ben, tu sais, les Amérindiens le faisaient aussi. Tu sais, tout le rapport à la nourriture, puis ça amène un respect de ce que tu manges qui est beaucoup plus authentique que ce qu'on a quand on va acheter à l'épicerie. Là. Je pense que c'est quelque chose qui a été dit tellement souvent. C'est pour ça que j'étais très étonnée tantôt de t'entendre dire que les gens s'offusquent, parce que pour moi, c'est comme... On n'arrête pas de dire qu'on honore les Premières Nations, puis leur culture, ben ça fait partie aussi, la chasse, la pêche fait partie de leur culture. Fait que mais c'est eux, c'est correct si c'est eux. Ah, OK. Pas si c'est nous. Ouais, nous c'est de l'appropriation culturelle. Eux le font, c'est bien exactement. C'est nous qui le fait, non, parce que je me suis fait dire, tu peux pas acheter ta viande à l'épicerie comme tout le monde à la place. Ah, okay. C'est comme comment déconnecté de la réalité peux-tu être pour penser que
acheter ta viande à l'épicerie, c'est mieux, puis c'est plus responsable, puis c'est comme... Première fois que je suis allée à la chasse, j'ai braillé comme un veau, le pauvre petit chevreuil, j'étais comme j'ai tué Bambi! Je me sentais tellement mal, puis finalement, ben, j'ai marché, puis je suis allée chercher, puis une fois que je l'ai ramassé, ma tristesse s'est changée en autre chose. Ça s'est changé entre du respect que j'avais pour l'animal, quand j'étais arrivée au camp, puis c'est un peu gore, là, désolé, là, mais quand on lui a enlevé la peau, puis que tout d'un coup, il était plus fluffy. Et c'était plus Bambi. Ça ressemble à de la viande. Ouais. Tout d'un coup, je me mets à penser comme, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Ton esprit commence tout de suite à changer. Ouais. Et puis, tu sais, est-ce que j'ai du fun à tirer un chevreuil? Non. Mais un chevreuil qui meurt... Tu le fais pas par passion, là. C'est non, pas ton trip exactement. De tuer je suis pas chevreuil. comme, je veux voir sa tête exploser ou un truc horrible comme ça, tu sais. Ouais, t'es pas une psychopathe. Non, exact. C'est juste que en fait, j'aime mieux me passer par l'épreuve moi-même puis de savoir d'où il vient que, tu sais, un chevreuil qui meurt dans l'état sauvage, ça se fait manger vivant par un loup, par un coyote. Ça se fait manger de l'intérieur par des bactéries, par des parasites. Ouais, c'est pas une ça n'a belle fin, là. Ça n'a pas une belle mort. Là. Il meurt pas entouré de ses enfants Bambi puis ses petits-enfants Bambi. Puis c'est pas comme ça que ça se passe du tout. Là. La nature est beaucoup, 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 beaucoup plus sauvage que nous, on l'est. C'est clair. Donc... Ben ça, c'est le chien. Désolée. On a le chien de Valentine dans le studio. Il est en train de te lécher le mollet. Ses petits pieds. Ben, en tout cas, je te souhaite vraiment une maternité extraordinaire. C'est un beau défi qui commence pour toi. Puis je suis sûre que tu vas être une maman extraordinaire. On peut le prendre là, pour que les gens voient le chien. On arrête de pleurnicher. Comment s'appelle le chien? Teddy. Alors, bonjour Teddy, bienvenue à mon podcast. On va finir ça, le mot de la fin avec le chien qui lèche le micro. C'est que ma saucisse qui est chien, petit chien qui rentre dans mon sac, mais que j'ai amené partout à la chasse à plusieurs reprises et en bateau à la pêche, et puis qui a très bien fait ça. C'est tellement pas un chien de chasse en plus, là. Mais les chiens saucisses, oui, c'est des chiens de chasse, mais parce puis maintenant... Il y avait... c'était des chiens traqueurs, c'est ça? Ouais, exactement. Okay. Mais merci. Même un chien saucisse peut apprendre à chasser. Imagine, tout est possible. Un monde de limites. Un monde de possibilités, je veux dire. Merci encore d'être venu nous voir. C'est le fun que tu sois de passage au Québec. Tu te retournes dans ton univers bientôt. Puis c'est ça, je veux vraiment te souhaiter, parce qu'on ne se reverra pas avant que tu accouches. Fait que je te souhaite vraiment quelque chose de magnifique. Dernier trimestre, il est rough, mais c'est magnifique, la maternité, là. Ben, merci, j'ai hâte. Ouais. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce par en haut, un commentaire ou partagez-la. C'est une excellente façon de m'aider à rejoindre un maximum de gens. Si ce n'est pas déjà fait, suivez-moi sur toutes mes plateformes YouTube, Facebook, Instagram et X, là où la censure ne sévit pas. Et en terminant, si vous avez envie de me supporter directement et voir davantage de contenu comme celui que vous venez juste de regarder, j'accepte les dons mensuels ou uniques par Interac à l'adresse helloveusavoir@gmail.com, mot de passe vérité sans accent, VERITE. Merci!